Alors on va poursuivre notre étude de route. Je vous donne 2 points d'introduction que je ne vous ai pas cités la semaine dernière. Le premier à partir d'un verset dans le Nar, le deuxième à partir d'un Moreh Nevuchim, le Rambam. Le verset dans le Nar de Yehoshua est le suivant. Vous savez que le texte commence par une précision temporelle qui est une précision extrêmement vague. Vaï bimé shefot ashoftim. Et ce fut à l'époque où jugeaient les juges. Vous savez comment elle dure cette époque des juges? 400 ans. On ne te dit pas quand. Quand dans ces 400 ans? Les commentateurs disent qu'on est à la fin de cette époque des juges, primo. Secondo, cette époque commence par l'enterrement de Yehoshua. Yehoshua va être remplacé par des juges. Maintenant, il y a un verset qui est assez, frappant. C'est dans le chapitre 24, verset numéro 29 et 30 de Yehoshua. Le texte dit « Vayamot Yehoshua bin Nun » est mort. Eved Hashem, il était serviteur d'Hashem. « Vaikberu oto mitzafon le Har Goash » et ils l'ont enterré au nord du Har Goash, du mont Goash. C'est où? Il n'y a personne qui était dans une vie antérieure guide ici en Israël, non? Personne? Bon. Alors, dommage qu'il n'y ait pas un ancien guide d'Israël, parce que ça m'aurait permis de le mettre à défaut. Pourquoi j'aurais pu le mettre à défaut? Parce qu'en fait, les maîtres du Talmud sont venus prendre ce verset, et ils déclarent eux-mêmes, on est allé explorer la terre d'Israël de fond en comble, et on ne connaît pas un mont, une montagne qui s'appelle Goash. Ouais, Goash. On ne connaît pas. Mais on ne connaît pas un mont qui s'appelle le mont Goash. Et donc les commentateurs nous posent la question, mais alors c'est quoi ce mont où Yehoshua aurait été enterré? Réponse du Talmud, c'est pas en fait qu'il a été enterré dans ce mont Goash, c'est qu'il a été enterré avec un état d'esprit de Goash. C'est quoi Goash? Et là, Shinit Gaashu, Israël Milaasot Chesed le Yehoshua. Ils se sont réprimés, ils se sont, congelés, ils se sont, le mot m'échappe, ils se sont inhibés de faire du Chesed de Yehoshua. Le texte vient nous dire que l'état d'esprit de l'enterrement de Yehoshua s'est fait dans un état d'esprit où on a bâclé son enterrement. Il était le guide qui nous a fait rentrer en Israël et il a été bâclé par rapport aux honneurs de leader qu'il méritait. Et le texte va dire pourquoi? Parce que le peuple juif était trop affairé à occuper le territoire puisque la partition du territoire a été faite et ils étaient affairés à la mitzvah de kivush, de conquête d'Israël, pas des guerres, mais de poser son pied, de poser ses valises, d'occuper le terrain. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui est marqué ici, c'est que finalement, si on avait interrogé un contemporain de la mort de Yehoshua, il aurait pu nous dire, mais je suis tout simplement occupé à une mitzvah, le Yishuv Eret Israël, habiter la terre d'Israël, fait partie des mitzvot de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle je suis affairé à ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu bâclé l'enterrement de Yehoshua. Et évidemment, les Chazal viennent dire, attention, ça t'arrange drôlement d'occuper ton pavillon plutôt que d'aller t'occuper d'un mort, de faire du chesed shel chinam, un chesed vrai. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt ici ce qu'on appelle les excuses religieuses. Les excuses religieuses pour ne pas, faire la Torah. Les bons alibis, mais des alibis religieux. C'est très subtil ici. Ouais. Les vrais... Pardon? En l'occurrence, ils sont en train d'occuper le pavillon, parce que c'est une mitzvah. Comme par hasard, il y a des mitzvot qui te plaisent un peu plus que d'autres. Ouais, c'est un petit peu ça l'idée. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Il faut être capable de se remettre en question dans la vie et de savoir exactement quelle est la part pure dans ma démarche, quelle est la part... ça m'arrange drôlement. Ouais, ça m'arrange drôlement.
Il n'y a que nous qui pouvons savoir. On est les seuls maîtres de l'observation, mais là, quand on voit de façon globale, nationale, un enterrement qui a été bâclé, on en déduit qu'il y a un petit problème au niveau du peuple. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, premier point. Deuxième point, qui est un point extrêmement important, qui est une définition du Moreh Nevuchim, le guide des égarés donc, du Rambam Maïmonide. Il donne un distinguo, j'ai dû déjà vous le citer, mais je vous le rappelle, c'est important de le savoir, entre trois concepts qui ont l'air de se chevaucher. D'abord, le premier concept, c'est le concept de tzedek, la justice. Rétablir justice. Deuxième concept, c'est la tzedaka. Tzedek, tzedaka. Et troisième concept, c'est ce qu'on appelle le chesed. Alors, nous, dans notre tête, on a l'impression que, en tout cas, la tzedaka, faire la charité. Alors, on va voir. Ouais. C'est lié à tzedek. On ne connaît pas très bien tzedek, mais on connaît tzedaka et chesed. Bonté et charité, pour nous, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Alors, le Rambam, vous avez tout de suite la nuance, va nous donner, nous délimiter chacun des concepts. Le tzedek, tzedaka et chesed. Trois concepts. Le Rambam Maïmonide va nous dire ce suivant. Le tzedek, c'est un petit peu comme les impôts, l'ISF, l'IRPP, c'est-à-dire, il y a dans toute société des riches et des pauvres. Pour un petit peu rééquilibrer, on ne va jamais rééquilibrer, ça ne peut jamais être le communisme, mais pour rééquilibrer un petit peu, alors on taxe les riches pour aider les pauvres. Et comme ça, le RSA marche, comme ça les routes fonctionnent, enfin sont construites, bref, il y a un effort de répartition des richesses, et on impose au niveau national un impôt, de façon à ce que les personnes viennent s'occuper, prendre un petit peu en charge le sort de la nation. C'est valable au niveau national, c'est valable aussi au niveau international. Vous savez qu'il y a des centaines de millions d'euros qui sont déversés pour les pays du Sud, les pays du tiers-monde. Alors, évidemment, c'est pas, justement, c'est pas du chesed dans la mesure où les pays riches se sentent obligés d'arroser les pays pauvres, parce que si on a, au niveau géopolitique, un clivage trop fort, une différence trop forte entre les riches et les pauvres, ça va tôt ou tard se retourner sur la figure des riches. Et donc il faut essayer le plus possible de donner une possibilité à tous ces pays du tiers-monde de pouvoir, émerger. Donc il y a une véritable, évidemment il y a un intérêt, ouais. Donc c'est ce qu'on appelle la dimension de l'impôt. Il existe aussi des impôts juifs, ouais. En tout cas dans le monde ashkénaze, c'était extrêmement bien mis en place. Tout fidèle était censé payer sa place à la choule, il n'y avait pas le choix. Et sinon, on venait taxer directement. Pareil, les cotisations, même au Maroc, par exemple. Je sais par exemple que mon grand-père avait été à une époque donc, président de la communauté d'Oujda, et il y avait une énorme mendicité à Oujda, et il dit c'est pas normal parce qu'il y avait des gens très très riches qui étaient là-bas et ils ne s'occupaient pas des pauvres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de façon étatique un impôt de façon en fonction des salaires. Il a donc imposé. Ça s'appelle pas tzedaka, ça s'appelle tzedek. Ça s'appelle rétablir la justice. Ouais. Et donc il y avait, pour la petite histoire, donc tout le monde avait accepté et lui il était en même temps député marocain. Donc il avait accès à toutes les informations et donc la Shalom. Et il y avait donc une famille comme ça de gens hyper riches qui ont refusé de donner. Et dit ok, vous. Ouais, ok, on verra. Donc c'est un père avec 4 enfants. Le père et Niftar, ils sont venus pour l'enterrer. Il dit écoutez, très bien, vous avez le cimetière Goy si vous voulez. Et il dit mais et pourquoi? Voilà, soit vous payez tout ce qu'il était censé payer, soit vous. Il a tenu tête et ils les ont payés. C'est pas horrible. C'est comme ça qu'on tient une communauté. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Ouais. C'est des milliardaires, les personnes qui étaient milliardaires qui n'avaient pas donné Bon. Bref, c'est important des fois dans la communauté. Et c'était quelque chose qui était extrêmement bien respecté dans le monde ashkénaze. Ouais. Il y avait ce qu'on appelle un peu. Maintenant, quand on donne l'argent, on se dit bon bah, pas trop le choix. Sinon, on est radié des fidèles de la synagogue. Donc il n'y a pas trop le choix pareil. Un individu peut essayer de se renseigner auprès d'un fiscaliste, mais au bout du compte, il aura une somme à payer à l'ISF, au bout du compte, il aura une somme à payer à l'IRPP. Ouais.
personne le fait en général de gaieté de cœur. Voilà, c'est jamais, les canapés avec le champagne quand on paye les impôts. C'est ce qu'on appelle le tzedek. Tzedek, c'est rétablir une justice. Et parce que, évidemment, à la base, qu'est-ce qu'on sous-tend ici? Akadosh Baruch Hu a créé volontairement un monde profondément inégal. Ouais. Il a créé des gens intelligents et des gens moins intelligents. Il a créé des gens forts, vigoureux et des gens hyper frêles. Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'on a depuis la naissance. Il a créé aussi des gens riches et des gens pauvres. Et tu montes et tu descends. C'est peut-être marqué dans ton patrimoine. Si tu seras riche, tu seras pauvre. Ouais. À chaque fois, on remarque avec mon épouse, dans les galas, il faut remarquer que les gros lots sont toujours donnés aux gens très riches. Et nous, on croit parce qu'ils ont pris plein de billets. En fait, c'est faux, ils prennent un seul billet et gagnent. Vous savez pourquoi? Parce que s'il est riche, c'est qu'Hachem, il est intéressé à ce qu'il soit riche. Donc, il trouve n'importe quelle occasion pour qu'il soit riche. Donc, il fait un gala, bah, ça marche, vous comprenez ou pas? C'est comme une sorte d'état de fait, c'est comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu crée des inégalités de façon à créer des mouvements. Si toi, bah, tu as le bonheur d'être quelqu'un de très intelligent, on attend que tu aides ta communauté avec ton intelligence. Si tu es quelqu'un de très très sympathique, qui a des relations un peu partout, il faut que tu mettes ton carnet d'adresse au service de la communauté. Ouais. Et c'est ce qu'on attend de toi. On ne t'a pas donné tous ces talents pour rien. Ouais. L'inégalité n'est jamais pour rien. C'est pas juste pour satisfaire ton ego. Ouais. C'est pas narcissique comme système. Il faut créer une dynamique. Maintenant, quand tu donnes, bah, tu n'as pas trop le choix. Tu donnes en pensée. Tout c'est tzedek. La tzedaka, c'est un petit peu pareil, mais il y a une dimension un peu plus noble, c'est qu'en fait, c'est lorsque tu es sollicité, mais tu peux dire non. Ouais, on t'appelle, écoutez, voilà, ce serait bien de participer à telle et telle chose. Ah, désolé, et je passe, je passe sous un tunnel, ça va couper, et boum, tu t'arranges à couper. Ouais. Et tu réponds plus. C'est-à-dire que tu es sollicité, et tu peux te défausser. C'est la tzedaka. Maintenant, tu peux décider, non, c'est bon, je fais la charité. Ouais. Donc, je vais donner. C'est le deuxième niveau. Et là, eh ben, on est libre. Le troisième niveau, dit le Rambam, Maïmonide, c'est le chesed. Le chesed, c'est ni on m'impose, ni on me sollicite, avec une option de dire non. C'est je sécrète de moi-même la décision de donner à l'autre, sans avoir été sollicité, sans avoir été imposé. Exemple, je vois un aveugle dans la rue, et lui ne me voit pas, puisqu'il est aveugle, évidemment. Je m'approche de lui et je l'aide à traverser. Je sécrète de moi-même. Ouais. Et personne ne me voit. Parce que s'il y a des gens qui m'ont fait des gros yeux en disant bah, vous pourrez faire attention, il est à côté de vous. Ouais. Alors là, je me sens un peu obligé. Je suis obligé de rien du tout. Je peux passer et personne ne saura que je suis passé par là. Je peux laisser s'embourber l'aveugle et personne ne le saura. Ouais. À part le bon Dieu. D'autant plus que l'aveugle ne veut pas. Ouais. Exactement. Donc, si je décide de moi-même, de mon propre chef, de venir l'aider, je suis en train de faire ce qu'on appelle du chesed. J'apprends qu'un copain va déménager dimanche prochain. Je l'appelle et je lui dis écoute Max, il paraît que tu déménages. Tu sais quoi, j'ai une grande voiture, un espace. J'imagine que tu ne vas pas tout donner aux déménageurs. Donc s'il y a certains cartons qui sont fragiles, je te propose de prendre mon espace pour déménager. Primo. Secondo, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Tu sais quoi, ils sont dans la même école que mes enfants. Je te les prends pour dimanche, comme ça tu ne les auras pas dans les pattes, tu pourras déménager tranquillement. Si je fais ça, et attention, sachant que j'ai appris qu'il déménage, mais il ne sait pas que j'ai appris, parce que s'il sait que j'ai appris, mon copain, il pourra tôt ou tard me dire attends, je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive, Abraham? T'as appris que j'ai déménagé, même pas tu te manifestes, c'est quoi? C'est la honte. Donc je pourrais, moi, décrocher mon coup de fil pour ne pas un jour le voir entre les yeux et d'avoir à subir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es pas manifesté? Ouais. Donc ça pourrait être un motif qui s'appelle je me sens obligé. C'est tzedek. C'est tzedek, ouais. Ou tzedaka. Mais si personne, enfin, il n'est pas censé savoir que je sais, j'ai appris, je décide moi-même de l'appeler, je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu fiances ta fille, ouais, bah écoute, t'as besoin de combien de pièces? Voilà, je me propose de faire tant et tant de pièces, ouais. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le chesed. Maintenant, faites attention. Il y a deux choses qu'il faut dire sur le chesed. D'abord, donc vous avez compris, sa définition, c'est lorsque c'est sécrété par moi-même, primo. Secondo, et le point le plus important, on a un ressenti, on se sent, quand on fait du chesed, on se sent extrêmement noble. On se sent grand. Ouais. Maintenant,
Alors, c'est pas de l'orgueil, justement. Très échelon. Il faut pas tomber dans l'orgueil. C'est un sentiment qui est entièrement spirituel. Le piège est tombé. Piège, oui, mais je préfère déjà commencer avec le risque du piège, mais au moins, on a eu un moment de spiritualité. Ça me gêne pas trop l'orgueil, je vous dis honnêtement, ça me gêne pas du tout même. Ouais. Ce type d'orgueil, c'est pas trop grave. Ouais. C'est comme quand on fait un cadeau à quelqu'un, ça nous réjouit toujours. Voilà, cette réjouissance, ouais, c'est ce qu'on appelle la sensation de spiritualité. On fait comme Hachem. Pourquoi parce que finalement, on est en train d'imiter Hachem. Vous savez très bien qu'Hachem a créé le monde avec un acte de chesed. C'est la fameuse thèse de la Kabbalah, qui s'appelle la thèse du Tzimtzum. C'est-à-dire, à partir du moment où Hachem, il est tout, il est partout, il emplit tout. Alors comment se fait-il que j'existe? Vous vous posez cette question ou pas? Comment se fait-il que vous existez? Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas Hachem ici. En face de moi, je n'ai pas plusieurs Hachem. Ouais. Il n'y en a qu'un seul. Donc comment est-ce possible qu'il existe autre chose que lui puisqu'il emplit tout? Réponse. Il s'est, alors, Tzimtzum et Tzemtzem, ça veut dire il s'est rétracté pour laisser l'émergence d'autre chose que lui. C'est un acte de chesed. Et le Zohar appelle ça un acte de chesed, ça veut dire pourquoi c'est du chesed? Parce que ni il était obligé par ça, c'est lui qui décide, ni il a été sollicité, l'homme n'existait pas pour lui dire hey, Hachem, tu t'ennuies pas un petit peu, tu voudrais pas un peu laisser la place à l'homme? Personne ne lui a dit ça. Il a décidé de lui-même, c'est-à-dire que lorsque je décide de moi-même de donner à l'autre sans aucune sollicitation, sans aucun impôt, je suis en train d'être en phase avec Hachem. Et c'est là que se loge la source par excellence de la spiritualité. Rav Dessler va dire que tous les traits de caractère découlent de ta faculté à donner de façon gratuite ou pas. Et tous les mauvais traits de caractère découlent aussi de ça. Prenez par exemple les mauvais traits de caractère comme le kaas, la colère. La colère à la base c'est un problème d'anti-chesed. La colère c'est ne pas laisser à l'autre son rythme. Quand on est souvent en colère, c'est ah, je t'avais dit à celle là, c'est trop loin, et pourquoi ci, pourquoi là. C'est-à-dire que je veux que le monde fonctionne à mon rythme. Ouais. Donc à la base, vous creusez n'importe quel trait de caractère négatif, à la base il y a un problème au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau du chesed. Ça c'est ce que dit Rav Dessler. Petite parenthèse sociologique. Qu'on le veuille ou pas, on est de plus en plus éduqué, malheureusement, à que très rarement faire du chesed. Lorsque, regardez un petit peu comment ça fonctionne dans tous les galas de toutes les institutions les plus sérieuses qui existent, vous verrez qu'on sollicite de façon très forte les personnes. Et une fois qu'on a réussi à les solliciter, on leur explique que lorsqu'ils auront fait un don de 500 €, de toutes les façons, ils auraient fini 2/3 à Hollande, jusqu'en 2017. Ouais. Ils auraient filé 2/3, c'est-à-dire qu'ils ne déboursent de ces 500 € qu'un tiers. Prenons 1000 €, ça sera plus simple pour les 2/3 là. Quand tu payes 1000 €, finalement ça te coûte que 333 €. Ouais. De toute façon, les 600 et quelques euros seraient dans l'État. Donc tu préfères donner à Hollande ou à une yeshiva? Évidemment, tu préfères une yeshiva ou une école, ça c'est évident. Ouais. Bon. Mais quand même, attention, sur les 1000 €, j'ai quand même craché de ma poche 333 €. Alors tu sais, c'est pas grave, on va trouver une solution. Pour les 333 €, tu as le droit avec ton mari à un super repas de gala. Pas que. Très belle animation. Pas que. Tu as droit en plus à un diplôme du donateur que tu pourras afficher dans ton salon, sa classe. Donc tu es payé en cavode. Ouais. Pas que. Tu auras le droit à une tombola, la possibilité peut-être de gagner quelque chose de grandiose. Mais pas que, ne vous arrêtez pas là, attention. Ah, ça passe là. Ouais. Tu sais quoi? On va te proposer, qui plus est, une tfila au kotel pendant 40 jours. Pas que! On pourra dédicacer. Donc ça veut dire finalement, sur les 333 €, c'est pas un don, c'est un troc. C'est un achat. Et petit à petit, je ne suis pas en train de critiquer les autres, ils font tous ça. Ouais. Mais petit à petit, on éduque les individus à une médiocrité du chesed. C'est pas du chesed, c'est une médiocrité. C'est-à-dire que petit à petit, ouais, quand tu donnes, ouais, mais qu'est-ce que je gagne? Ouais, mais qu'est-ce que je reçois? Ouais, exactement, c'est pas dire non. C'est-à-dire, et du coup, c'est-à-dire que l'idée d'aller mettre une enveloppe chez une personne qui, d'un coup, est tombée au chômage, tu dis, bon, les boules, quoi, ça, j'aurais même pas de serfa. Ouais. C'est des billets, c'est du liquide, pas de serfa. J'aurais pas la tfila de Reprem Kanievski. Ah, tu as l'impression que tu perds, ouais. En fait, tu es en train de faire un acte de pure spiritualité
Et petit à petit, t'es en train de dire, ouais, bon, finalement, ça vaut pas le coup, quoi. J'aurais jamais la possibilité de gagner une voiture avec ça, ouais. C'est fou, ouais. Ça, c'est ce qui se passe ici petit à petit. Donc, c'est important de bien retenir ce chesed. Nous ne... Et regardez comment c'est extraordinaire, ouais. Les gens qu'on reçoit chez soi, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des retours d'ascenseur. C'est quand ça devient la chouma d'avoir été invité 3-4 fois et de ne pas avoir rendu qu'on rend. Mais ça n'a rien à voir avec le chesed, ça. Ni la tzedaka. C'est du tzedek. C'est même pas, c'est de l'impôt. Comment? Mais vous verrez que la plupart des gens qu'on reçoit en général, c'est jamais c'est jamais la cour des miracles qu'on invite à la maison. C'est des gens pour lesquels, qui plus est, c'est hyper agréable d'être avec eux. C'est notre cercle privé, ouais. Donc je suis pas en train de faire une critique, c'est pas une critique que je fais, c'est juste un appel à la lucidité. C'est la lucidité, il faut être lucide de ce qu'on fait dans la vie, de ce qu'on donne, ouais. Tu peux pas dire je me suis tué pour les recevoir, alors qu'en fin de compte, tu étais obligé de le faire, ouais, tu n'avais pas le choix. Et de toute façon, sinon, c'est, ben voilà, bref, il faut être lucide. Ouais, ça, c'est pas du don gratuit. Même si tu dis tuer, on n'a pas passé du don gratuit. Tu ne peux pas mettre dans le chapitre essai. Comment? C'est pas vrai, personne ne m'y a obligé. Si je me suis tué à lui. Non, mais quand vous êtes. Parce que je veux la recevoir. Oui. Lorsque 3 ou 4 fois vous avez été reçu, vous n'avez jamais rendu l'appareil. Au bout d'un moment, vous dites, c'est l'archouma, je suis obligé. Ouais. Donc, je suis obligé, c'est pas du chesed. C'est pas du chesed. Ça, c'est donc le point essentiel sur les deux maillons que je vous donne ici. Premièrement, la définition du chesed. Deuxième point, parfois, on échappe au chesed avec un mobile religieux. C'est ce qui s'est passé pour le début de cette époque des juges, qui va donc arriver à son paroxysme ici, au niveau donc des versets. On revient donc maintenant au verset numéro 4, on avait vu le verset numéro 3, 1, 2, 3. On peut maintenant attaquer le verset numéro 4, je vous rappelle le contexte. On a, justement, une famille qui est drainée par un personnage qui s'appelle Elimelech. Elimelech, on avait expliqué qu'il était très riche et qu'il va se défausser par rapport à son devoir de prendre en charge les personnes victimes de la famine. Il décide, dans cette tsarotaïm, dans cet œil étroit, de partir d'Israël. Il se retrouve comme par hasard dans le pays où le sport national, c'est justement l'égoïsme, c'est les plaines de Moab. Et là-bas, nous dit le texte, il va drainer avec lui son épouse et ses 2 garçons. Voilà qu'ils étaient partis pour un court laps de temps, mais en fin de compte, il se trouve qu'il reste malheureusement, de façon beaucoup plus durable. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de ce qu'on avait vu au niveau des versets. Et on était donc dans ce verset numéro 3. Vayamot Elimelech ish Noémi, que Elimelech est mort, il était le mari de Noémi, on savait très bien, sous-entendu. Il n'est plus que le mari de son épouse, il n'est plus Elimelech dans toute sa splendeur, il n'est plus que le mari de son épouse. Et comme on avait amené aussi la phrase du Talmud qui disait que il n'y a rien de plus... le grand ressenti du départ de quelqu'un, c'est l'épouse. Ouais, et beaucoup moins la famille. L'épouse, celle qui ressent le plus le départ de son mari. Donc c'est Ishnoé pour dire que Elimelech, chez qui ça fait un impact terrible, c'est que chez Noémie pratiquement. Parce que de toutes les façons, par rapport à tous ses copains d'enfance et tous les gens qu'il avait laissés en Israël, puisqu'ils étaient en Moab, il était déjà mort, puisqu'il n'était plus là, c'est-à-dire plus là dans toute sa splendeur, dans tout son sens de la responsabilité. Ça, c'est donc le verset numéro 3. Et nous dit le texte, Vatishahi ou Shnevanea, on était resté là-dessus. Il ne reste plus que elle et ses 2 enfants. On avait dit, mais c'est évident, hein, Pince-mi et Pince-moi sont sur un bateau. Si Pince-mi tombe à l'eau, il ne reste plus que Pince-moi. Donc forcément, il ne reste plus que elle et ses 2 enfants. Sous-entendu, Vatishaher, c'est un vocable de Shiraïm. Ils ne sont plus que les résidus d'eux-mêmes. Ça, c'était donc le verset numéro 3. Je continue, verset numéro 4. Faites bien attention. Vaïssou laem nashim moabiot. Vaïssou, donc ce sont les 2 garçons. Ils vont se marier pour eux avec des femmes moabiotes de Moab. Shema achat Orpa. L'une s'appelle Orpa ve Shema shenit Ruth. Vayeshvu sham ke'eser shanim. Ils y demeurèrent à peu près 10 ans. Voilà, une dizaine d'années. C'est à vous de jouer pour faire les remarques qui méritent d'être soulevées. Donc, ils épousèrent pour eux des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa Elot ou Ruth, et ils y demeurèrent une dizaine d'années, verset numéro 4, chapitre 1
À vous de jouer. Donc le mari n'a pas assisté au mariage de ses enfants. Ah ouais, c'est le moindre des... Ouais. Il est Ouais. mort. Apparemment, ouais. Oui, non, mais c'est terrible. Il y a deux choses plus terribles, vous verrez. Les femmes moabites, on imagine bien qu'elles sont moabites puisqu'ils sont dans les plaines de Moab, donc ils ont pris des locaux. Des Ouais, locales. ouais, des locaux et des low cost d'ailleurs, ouais. Alors très juste, très bonne remarque. Évidemment, ils vont se marier avec des autochtones, ouais, pour prendre le bon mot. Alors, Pour eux, c'est évident. pour eux, c'est aussi évident. Donc Moabit, c'est en trop. La M, c'est aussi en trop. Ensuite, très bien. Les prénoms. N'oubliez pas le Tipex, hein, toujours le Tipex, pardon. Pour eux, ouais, c'est ce qu'elle a dit. C'est en trop, ouais. Ensuite. Les prénoms, non, il n'y a pas de significatif. Alors, Shem Achat Orpa, Veshem Hashinit Urut. Pourquoi préciser Shem, il y a ici une idée. Ouais, là, évidemment, on va essayer d'explorer cette terminaison. Pardon. Ah oui. Où ça? On est mariés, on reste ensemble. Non, mais c'est les deux frères avec les deux femmes. C'est qui ensemble? C'est le frère et sa femme? Vous voyez ensemble. Ils demeurèrent ensemble une dizaine d'années. Là, en parlant C'est la des traduction qui dit ensemble. Ouais, c'est une mauvaise traduction, désolé. Je vous ai induit en erreur. C'est bon. Vayesh Sham, ils ont résidé là-bas à peu près 10 ans. Résider, c'est pas fixe. C'est long fixe. terme. Donc c'est Vayesh maintenant. Pourquoi 10 ans? La lettre Chine, elle est beaucoup répétée, je trouve. 10 ans, c'est beaucoup, 10 ans. Ça s'appelle un habitant. À l'ancienne. Shamou, Nashim, J'ai pas entendu votre question. Sham, Shem, Vous répétez? Hashamit, Le Chine. la lettre Chine. Ah, le Chine. Ah, l'onomatopée, d'accord. Ouais, pas mal. Ça, je pourrais pas vous répondre, mais c'est une bonne remarque. Ça, j'ai pas de... Issoul, la M, Nashim. Ouais, et pour les Marocains, ça ferait Nassim, donc c'est que le Sin. Issoul, la M, Nassim, ouais. Donc, ouais, alors regardez ça, je sais pas. Shem, Sham. Non, c'est sûr que Sham, Shem, on a dit la semaine dernière qu'il y a toute une, comment dire, une problématique par rapport au nom. Ouais, le nom, et en permanence, on va voir que l'enjeu, c'est marquer, comment dire, l'histoire, pouvoir avoir une pérennité par son nom. Ça, c'est évident maintenant. Pourquoi tout axer là, on verra. Pourquoi préciser le nombre d'années? Le nom de... Le nombre d'années. Ils demeurèrent ensemble. ça Ouais, dit ouais. un point. Ouais, à peu près de mer ensemble. Ouais, Ke et Shanim. Alors, plus exactement, ce qu'il faudra voir, c'est le Ke et Shanim. Ouais, à peu près. C'est quoi ça à peu près? Dis-moi combien de temps ils sont restés. Ouais. Ouais. Ils ne sont pas sûrs du temps. Alors, voilà. Et ça, cette imprécision, ça veut dire quoi à votre avis? Quand on est imprécis sur le temps, Instable, elles sont instables. Non. On n'est pas sûr, on ne sait pas. on n'est pas sûr. Pourquoi on a besoin de le dire qu'on n'est pas sûr? Quand est-ce que vous dites dans votre vie... Pour pas s'installer définitivement. Alors, non mais je vous veut dire qu'ils sont installés, donc. C'est quoi quand vous dites à peu près 10 ans? Quand on n'est pas sûr, Quand on n'est pas sûr, mais pourquoi on n'est pas sûr? Qu'est-ce qui se passe? ils n'ont Il pas n'y a pas de des descendance, enfants. il n'y a pas de descendance. Ça Les fixe. enfants n'ont pas eu On ne d'enfants. sait pas quand Enfin, les deux garçons. Attendez. On ne sait pas, c'est sûr, mais cette imprécision... Non, mais je pense qu'on a beaucoup d'interrogations sur ce qu'ils ont fait. En fait. On a, finalement, de toute leur vie, on ne sait pas vraiment grand-chose. Non mais ils nous intéressent juste pour leur mort, là. Ils vont juste mourir, c'est tout. Avant, Leur mariage et leur mort, c'est tout. Pardon? Alors justement, c'est parce que Il n'y a pas de descendance. imprécis. C'est imprécis, c'est flou. Mais pourquoi c'est flou? Quand est-ce que... Alors attendez, on va voir. Il y a un flou qu'on va essayer de définir. Alors très bien, il y a plusieurs questions. On va reprendre donc le verset depuis le début. Vaïsou lahem nashim. Tout le monde a posé des questions. Ça veut dire quoi? Ils se sont mariés pour eux à des femmes. D'abord, qui plus est, regardez, qui plus est, il fallait aussi poser une question. Ouais. J'espère que c'est pas l'air du temps qui vous a empêché de poser cette question, mais il y avait un pléonasme incroyable. C'est qu'ils se marient, c'est forcément avec des femmes. On va pas se marier avec des hommes, c'est une évidence, ouais. Donc dire qu'ils se mariaient avec des femmes, c'était aussi en trop. Donc moi, si j'avais un Tipex, selon l'esprit des questions, je marque Vaïsou, et j'enlève la M Nashim, et je mets Vaïsou. Même Moabiote, parce que c'est évident que c'est des Moabiotes. Ah oui, on sait. Donc je peux enlever 3 mots dans ce verset, déjà. Shama Echad, Orpa, Veshama Shenit, route, ça je peux. Ouais. Donc déjà les trois mots du début, je peux les enlever. Réponse. Vaïsou, ils se marièrent. On a dit que le problème du père de famille et peut-être donc des enfants, c'est qu'ils ont péché par Tsarot Haïn, un œil étroit, un manque d'ouverture par rapport aux besoins de l'autre, primo, et par rapport à la responsabilité qu'ils ont, sachant qu'ils ont de quoi donner. Donc ils pêchent pas qu'en termes de chesed, mais ils pêchent aussi en termes de tzedek. Ouais. Si t'es riche,
c'est qu'on attend de toi que tu redistribues, pas tout évidemment, pas toute ta vie riche, mais on attend un acte du type Bill Gates. Voilà, il a pris 90% de sa fortune, on va me dire il lui reste des milliards, certes, mais c'est quand même grandiose de prendre 90% de ses avoirs et de les distribuer. Il a compris ce que Hachem attend de lui. Je ne sais pas s'il croit en Dieu ou pas Bill Gates, mais c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Il aurait pu très bien, en général, dans ce monde-là, plus on a, plus on veut en avoir. Il dit, mais il y a des milliards et des milliards, c'est vrai, mais il aimerait peut-être rivaliser avec, je ne sais pas moi, les plus grands empereurs de tous les temps. Ouais, et pourquoi pas? Pourquoi pas rentrer dans cette folie? Donc je dis que c'est grandiose, et là, d'une certaine façon, il y a ici une fuite par rapport à ses responsabilités. Maintenant, lorsque dans la vie, on a un problème d'égoïsme, on a tendance toujours à tirer la couverture de son côté. Vous savez quel est le stage magnifique qu'on peut faire pour un petit peu changer? C'est le mariage. Le mariage est connu comme étant le laboratoire du chesed. Et regardez comment c'est magnifique ce qui est marqué ici, nous dit le texte, Vaïsou lahem. Ils se sont mariés pour eux. Ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire que même l'expérience qui pourrait être justement salvatrice au niveau de leur attitude, de leur façon de faire, s'avère être un véritable fiasco parce que ils se marient pour prendre. Ils sont obsédés par une chose, c'est prendre tout ce qu'ils peuvent. Je mets un petit peu de jus. Hop là, là. J'espère que ça a marché, Bezrat Hashem. Il y a un milliardaire aux États-Unis qui n'a pas voulu donner aux impôts son argent Ouais. et qui balançait par la fenêtre de sa voiture des billets de $100. Ouais, vous dire où il habite? Donc, je suis juste en train de mettre un petit peu de jus. Comment? Alors, est-ce qu'elles étaient d'accord ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, leur état d'esprit, ils ont pu peut-être raconter pas mal de pipeaux, pas mal de bobards, mais leur état d'esprit, c'est je me marie pour prendre. Rappelez-vous cette Mishnah dans le 5e chapitre de Avot. Kol Ahava atluya badavar, batel adavar, batel ahava. Lorsqu'un amour est lié à quelque chose, à une condition. Je marie parce que, je sais pas, moi, il y a de l'argent, il y a de la beauté, il y a des millions de... Alors, lorsque les choses sont vont, l'amour disparaît. En revanche, un amour qui est inconditionnel, lui, il a une certitude d'être pérennisé. La question qui est posée par Rav Gess, qui est très jolie, dit, mais de toutes les façons, dans la vie, on a tous un amour conditionnel. Pas rêver. On est tous condamnés à un amour conditionnel. On se marie pas pour rien, pas rigoler. Et donc il y a forcément deux dimensions dans le mariage. Il y a une dimension qui s'appelle la dimension de la jouissance, du profit de l'autre, à tous les niveaux. Un profit au niveau physique, un profit au niveau sentimental, un profit au niveau intellectuel. On va, sortir d'une solitude. Il y a plein de choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dimension conditionnelle. Il y a une autre dimension qui est plus subtile, qui est que l'autre va, et c'est aussi tourné vers moi, mais c'est beaucoup plus noble, va me permettre de développer, de déployer une image de moi, une réalité de moi beaucoup plus grande. Il va me faire grandir. Ouais. Pas grandir en avoir, mais en être. Mon existence va être totalement chamboulée. Et c'est ça, en fait, qu'on projette dans un mariage de façon essentielle. Il faut choisir la personne avec laquelle je sens que je vais le plus grandir. Je vais m'amuser, évidemment, aussi, parce que, évidemment, il y a une sphère matérielle dans le mariage qui est absolument pas négligeable. Mais fondamentalement, le bout du compte, c'est est-ce que je vais être quelqu'un de plus grand ou pas plus grand? C'est ça qu'on cherche de façon essentielle. Et être honnête avec ses sentiments, c'est être honnête avec l'idée que mon mariage, je me suis marié parce que j'avais envie d'être quelqu'un de plus grand. Et la grandeur, ça se traduit en noblesse. Oui, mais qui va sous la coupe en pensant à ça, franchement. Quand on est bien préparé, ouais. C'est vrai qu'on peut être omnibulé par la sphère matérielle. Et c'est la raison pour laquelle le khatan
est pas tour de Kriyat Shema la première nuit. Non, peut-être pas une. On est obligé à Kedekar, la Mishnah dit qu'il est pas tour de Kriyat Shema. Il va se concentrer. Il ne peut pas penser au bon Dieu, donc c'est évident qu'il y a un côté omnibulé. Mais ça, c'est le soir du mariage. Mais avant ça, évidemment, on a réfléchi. Ouais. C'est pas un coup de foudre, c'est pas marié au premier regard. Évidemment que non. Ouais, c'est évidemment que non. Donc il y a cette perspective. Donc il y a en même temps un méli-mélo, ouais, de cette dimension entre guillemets utilitariste, mais en même temps cette dimension noble. Et c'est ça qu'on essaie de jauger. Ouais. D'où l'intérêt génial d'avoir absolument aucune espèce de profit physique avant le mariage. Pourquoi? Parce que ça trouble, parce que ça fausse, ça pique les dés, si vous voulez. Totalement, ouais. C'est ça l'intérêt. Bon, ça c'est donc, si vous voulez, au niveau de l'expérience. Donc, je répète, cette expérience qui est dans toutes les cultures, c'est pas que juif, ce que je vous dis là, ouais. N'importe quelle personne qui se marie, il sait que tôt ou tard, il va devoir tirer un peu moins la couverture de son côté. Ouais, donc tout le monde ça le sait, tout le monde le sait. Ouais, ben, cette expérience universelle qui pourrait jouer le rôle d'un début de rédemption capote tout de suite parce que leur mentalité s'appelle Vaïsou Lahem Nashim. Ça c'était donc pour expliquer le Lahem. Maintenant, évidemment, on a posé la question, mais pourquoi il s'est arrivé avec des femmes, pas avec des hommes? Ouais, on n'est pas Sdom ici. Donc, lorsque le texte dit Vaïsou Lahem Nashim, pourquoi Nashim? Non, Nashim, c'est des femmes. Femmes au sens marié du terme. Ouais, c'est pas la jeune fille, c'est pas la Nahara, c'est la femme. Et le texte dit Nashim Moabiot, des femmes moabites. C'est-à-dire, et c'est là que devrait surgir la question, mais on peut se marier avec une Goya ou pas? Ben non. Et qu'est-ce qu'ils font eux? Ils l'ont fait. Conversion, pas conversion, complexe à répondre, pour l'instant. Ouais. Se sont-elles converties ou pas avant, pendant, après? Je réponds pas pour l'instant. C'est complexe. Mais une chose est sûre, c'est que là, ici, le texte est en train de nous dire, je ne sais pas si elles sont converties ou pas, mais en tant que Nashim, femmes, elles étaient moabiotes. Elles sont restées dans leur goy attitude. C'est ça que dit le texte. Même malgré une conversion. Vous entendez ce que je dis ou pas ici? Donc, Vaïsou Lahem Nashim Moabiot. Elles sont restées avec tout leur mode de pensée, leur façon de faire. Peut-être même l'héritage de l'égoïsme. Et donc, peut-être qu'elles ont vu du feu par rapport à l'égoïsme de leur mari, puisque elles aussi, elles étaient atteintes par le même problème. Et donc, entre eux, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont atteints par la même mentalité. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que veut dire ici le texte, il n'est jamais anodin. Et évidemment, on enlèvera le typex, Razvé Shalom, hein, c'est juste une technique, le typex, mais c'est juste pour vous faire sentir un petit peu la densité du texte. Ouais. La Nashim Moabiot, Shema Achat Orpa. Orpa vient de la racine Oref. À la nuque. Am Keshe Oref, un peuple à la nuque raide, comme dirait Moshe, et puis De Gaulle, Mavdim. Ouais. Maintenant, Oref, c'est la nuque. Ouais. Alors, on peut le voir de deux façons. Elle va tourner le dos. Quand est-ce qu'on voit la nuque? C'est quand on tourne le dos. Ouais. C'est les trois sinon. Trois tesses. Où vous voyez trois tesses? Dans la nuque, c'est la partie la plus étroite du Ah, corps. mais je sais pas que. Ok, peut-être. Oref veut dire étroit? Je sais pas. Non. Oref, c'est la nuque. Alors, la nuque. Ah, une étroitesse, vous voulez dire l'idée d'étroitesse. Alors, je sais pas, peut-être. J'ai pas vu cette dracha, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que. Non, c'est possible, il faudrait explorer ça, je sais pas. Orpa, Oref, ça veut dire. Alors, soit elle a tourné le dos à la Avodazara, en se mariant avec Machlon, Kilion, pardon, parce que c'est marié avec Kilion, et soit elle va retourner le dos au judaïsme. Donc, en fait, elle a une faculté à tourner le dos. Ouais. Alors, c'est pas une girouette, mais elle a cette faculté de, comment dire, de quelque chose de positif, mais qui peut s'avérer être négatif, dans le sens où, en fait, c'est un trait de caractère, si vous voulez. Elle a cette faculté de révolutionner quelque chose en elle. Moi, elle va mal créer un changement, opérer un changement très drastique. C'est Oref. Maintenant, comme dirait le Chot Tzadikim, c'est une mida. Une mida, c'est un vecteur. C'est toi qui vas y mettre le sens. C'est une portée. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Elle va au début bien faire et après craquer. Et aller à rebours, mais à rebours comme il faut. Veshem Hashini, de route
Alors il y a une Gemara dans Baba Batra qui m'avait toujours intrigué, qui pose la question, alors c'est une Suga qui dit, qui parle du fait que le nom qu'on donne à un enfant a un impact. Ou un impact, ou bien il est révélateur de sa neshama, puisqu'en fait on n'est jamais tout seul à donner un nom. Il y a toujours trois personnes, le papa, la maman et Akadosh Baruch Hu. On est un petit peu inspiré pour donner un nom à un enfant. Et vous le verrez, enfin vous l'avez vu certainement, que des fois on est axé sur un, comment dire, sur un prénom, et puis d'un coup il y a quelque chose qui change. Ouais. Ouais. Donc, ouais, et ce changement en fait il est initié par Hachem, parce que Hachem sait pertinemment que, comment dire, la structure de Seneshama correspond à tel ou tel, nom. Alors, pour en revenir à ce nom, Ruth, la Gemara dans Baba Batra pose la question suivante. Lama Nikret Ruth, pourquoi elle s'appelle Ruth? Parce que quand j'ai envie de répondre, son papa et sa maman l'ont appelée Ruth. Ouais. On s'appelle que parce que papa et maman. Et donc si la Gemara pose la question, c'est qu'elle veut autre chose. Ça veut dire, qu'est-ce qui se trouve de façon presque génétique chez Ruth au niveau de son nom? Et la Gemara va répondre, elle s'appelle Ruth parce que Hachem Hachem, du nom, du fait qu'elle va avoir un de ses enfants qui s'appelle David, ses descendants, plein de générations après, qui s'appelle David, chez Rivaoul et Akadosh Baruch Hu Beshirot, Betishbachot, Shirot. Elle va avoir un descendant qui va abreuver chez Rivaou, la Shonerej Vav, Beshirot, Betishbachot. Il y a deux, on voit deux fois Ruth. Shirot, c'est Ruth, et chez Rivaou les Ravot, c'est abreuvé. Ruth est celle dont les descendants va abreuver. Maintenant, ça ne répond pas à la question pourquoi elle s'appelle Ruth. Non, l'élément suivant, c'est qu'on vient de dire un truc incroyable. Tout ce que tu peux lire dans ton livre de Tehillim, comme louange d'Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, serait presque un plagiat de David vis-à-vis de son aïeul. Ça veut dire, tout ça, c'est un déploiement de ce qui était contenu de façon, ADN chez Ruth. C'est ça qu'on veut dire dans le Talmud. Peu importe comment elle s'appelle, mais ce qui nous intéresse, c'est que ce qu'a pu déployer David vient directement de tout ce qu'a pu vivre Ruth. C'est ça qui est l'idée. Ouais. Donc Ruth, il y a quelque chose de grandiose ici chez Rivaou. Ce don de soi, mais qui va trouver ce lieu de déploiement chez David. Je vais expliquer exactement comment dire, tout ce qui était contenu de façon, intense chez Ruth. Ça, c'est donc au niveau du nom de Ruth. Jusque-là, donc, le point. Non, Ruth, ça veut dire, elle s'appelle Ruth, je sais pas, c'est un nom moabite. Mais ce qui est incroyable, c'est que son aïeul va s'exprimer dans les Shirot, et chez Rivaou, oui, Ruth, vous voyez pas. Ouais. Et chez Rivaou, les Ravot veut dire abreuver. Regardez Rabotai, on n'a pas fini. Vayeshvu sham ke'eser shanim. Ils se sont installés, et là on comprend rapidement qu'ils sont en train de faire des vieux os. Puisque jusqu'à présent, ils étaient partis pour la gour. Revoyez le verset numéro 1. Ouais, la gour bis de Moav. Après, Vayel Choucham, ils sont allés là-bas. On avait dit qu'il y avait un yo-yo. Ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Bref. Et là, apparemment, ils sont en train de faire des vieux os. Ke'eser shanim, à peu près 10 ans, quand on est dans le flou, ça veut dire qu'on n'a pas souffert. Quand tu souffres dans la vie, tu sais exactement combien de temps ça a duré. Ouais. Quand tu es dans le flou, ça veut dire à peu près 10 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez frivole ici, dans le sens où ils n'avaient aucune nostalgie de la terre d'Israël. Ils se sont enlisés sans aucun remords dans ce monde. Ça plante exactement le décor, l'état d'esprit et tout ça. Voilà donc un petit peu ce qui se passe au niveau de nos deux Machlon et Kilion. Je vous rappelle que Machlon, je l'ai dit peut-être la semaine dernière, vient de Machala qui veut dire la maladie, celui qui va se marier avec Ruth, et Kilion qui veut dire la destruction. Et donc, lui, il n'y aura plus de suite, a priori. Ce nom est porteur de destruction totale. Ouais. Et attention, c'est pas un mektoub. Il aurait pu détruire de façon définitive les liens avec Moab. Kilion, je l'utilise a posteriori comme étant une destruction définitive. Ouais, mais il aurait pu peut-être l'utiliser lui dans un autre sens. Donc ce ne sont que des vecteurs. Ça c'est le premier point. Maintenant, Machlon, c'est Machalav, une maladie. Ça veut dire qu'il y a peut-être toute la trame de ce livre de Ruth, c'est de savoir si finalement
la maladie va guérir, c'est-à-dire si Ruth va faire ou pas ce yiboum avec Boaz, c'est toute la tension interne de ce récit. Ça, c'est donc ce qui se passe ici au niveau du verset numéro 4. On passe au verset numéro 5. Pardon elles sont énumérées. On dit la première et la deuxième. Ouais. On aurait pu dire Orpa et Ruth. Sans préciser. Non, on insiste sur Shem parce que Shem, il faut qu'on puisse explorer le sens de Orpa et Ruth. On aurait pu dire Shem, le nom de Orpa et le Ouais. nom de Ruth, pas le nom de la Ouais, première. je suis d'accord. On aurait pu mettre en facteur, comme on dit. J'entends. On les a distingués. Ouais, mais peut-être qu'on veut insister toujours sur cette répétition du Shem. Tout l'enjeu du Yiboum, c'est est-ce que j'aurai un nom ou pas? Ou est-ce que mon enfant sera de mon nom, du nom de mon frère? Donc la répétition permanente du Shem est là, pas pour la compréhension interne du verset numéro 4, c'est pour que finalement, à force d'entendre dans le récit Shem, on comprend que c'est ça en fait qui surgit. C'est une sorte de, de leitmotiv. Ouais, c'est un peu l'effet, c'est un peu une technique presque théâtrale. Quand on répète sans arrêt un mot, voilà, ça veut dire que c'est là-dessus c'est le message qu'on veut te faire pénétrer. C'est ce qu'on appelle le principe subliminal. Ouais, le subliminal, c'est cacher des images à l'intérieur d'autres images de façon à ce que buvez Coca-Cola puisse pénétrer à l'intérieur de ton cerveau. Vous connaissez tous les systèmes, les méthodes qui ont été mises en place. Le film est basé sur 24 images secondes. Ils mettent dans une des 24 images, donc une sur 24, buvez Coca-Cola, ils mettent ça dans un cinéma. Ouais, il y a deux salles, une avec ce trucage, une autre sans trucage. Ils se rendent compte que les ventes de Coca après, le film, sont de 30% plus hautes d'une salle à l'autre. Ça veut dire que quelque chose que tu n'as pas vu à l'œil nu est enregistré par ton cerveau, ouais, et va petit à petit, dicter tes choix. Ce qui est valable dans le subliminal, l'invisible, est aussi valable évidemment aussi dans la répétition. Quand Shem, donc l'idée c'est sans arrêt comprendre, pas leur nom, mais comprendre que l'enjeu c'est qu'un enjeu de nom. Voilà. Donc c'est ça le point. Maintenant. Mais s'il vous plaît, c'est pas interdit à la base de se marier avec une. Alors. Bien sûr que c'est. Regardez. La halakha est la suivante. C'est une halakha qui n'était pas claire à l'époque. La Torah, faites attention, la Torah est extrêmement claire en disant la chose suivante. Étant donné qu'ils ont œuvré par parcimonie, par égoïsme, alors, Loyavo Moav Bikal Hashem. Un Moabite n'aura pas la possibilité de pénétrer la communauté juive. Donc, il peut se convertir, mais on ne pourra pas le mettre sous une choupa. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Alors, c'est comme une Non. Quel intérêt alors de... Il n'a pas le droit de se marier. Non. Le mamzer peut se marier avec une mamzeret. Une mamzeret. Ouais. Lui, l'intérêt, c'est d'être juif, c'est tout. On ne pourra pas l'accepter au niveau du Kaal. Ouais. Ça, c'est le... Alors, le verset est décliné au masculin. Est-ce que ce masculin, c'est pour dire les hommes non et les femmes oui, ou bien c'est générique? Ouais. On ne va pas te dire le Yavo Moab, petite parenthèse, Yutet Moabite, ouais, comme on fait dans les textos, ouais. Étudiant, entre parenthèses, ES pour dire que c'est mixte, ouais. Donc, alors la Torah te dit le Yavo Moab, tu comprends que c'est un principe générique, ouais. Ou pas. Alors, cette halakha est une halakha qui à l'époque n'était pas connue des peines nettes. Alors, la halakha, bilan des cours, c'est que une Moabite peut pénétrer. Ruth va le faire. Elle peut se marier, Kroupa qui est du Chine, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les hommes qui auraient dû accueillir dans le désert les Juifs. Ouais, les femmes sont restées dans... Donc elles ne sont pas répréhensibles par rapport à une absence d'ouverture vers l'autre. Au contraire, l'ouverture vers l'autre, ouais, est considérée comme, une certaine forme de on les aurait prises pour des aguicheuses, si vous voulez. Ouais, donc en fait, qu'elles soient restées tranquillement dans l'entrée, il n'y a aucun souci par rapport à ça. À l'heure actuelle, a priori, eux ont fauté en se mariant avec des Moabites. Ouais. Et que ce qui est répréhensible, Machlon et Kilion. Verset numéro 5. Vayamutu gam shneem Machlon ve Kilion. Ils sont morts, eux aussi, Machlon et Kilion. Vatishaer Aisha Mishne Yeladea ou Meisha.
la femme va rester sans ses 2 enfants et sans son mari. À vous de jouer pour toutes les questions. D'abord, c'est évident, et s'ils sont morts, passe-mi et passe-moi, vous vous rappelez. Ok. Donc, premier point. Deuxième question ensuite. Aïcha, ils l'ont dit de Pardon? manière anonyme, ils disent pas Jérémie, quoi. Ouais, je pardon, ouais. Le fait de dire Aïcha, Ouais. il le dit de manière anonyme. Anonyme, ensuite. Mais eux aussi. Ouais. Eux aussi. Eux aussi, ça veut dire quoi eux aussi? Bah, c'est comme la mort du Comme leur père, ça veut dire quoi comme leur père? Évidemment, il est mort, donc il n'y a pas besoin de dire comme aussi. Non, mais il intéressait Oui, plus mais personne. Extra. Pour les mêmes raisons, c'est quoi la raison? Ils ont fui leur pays. 2 secondes, 2 secondes. Lui, il était parti de son pays, c'était Par? sa faute. C'est-à-dire par Tsarotaïn, par œil étroit. Quand on dit Gam Shneem, comme le père, c'est-à-dire pour la même raison que le père. C'est-à-dire parce qu'ils sont restés avec cette absence d'ouverture vers l'autre. Et ça exclut quelle autre raison? Qu'ils se soient mariés avec des Moabites. Des goyotes. C'est pas parce qu'ils sont mariés des goyotes qu'ils sont morts. C'est parce qu'ils ont maintenu le cap De leur père. de leur père. C'est ça que veut dire le texte. Mais oui. Le Gam... Non, c'est sûr. Il faut un commentaire pour ça. Gam Shneem, ça on sait qu'ils sont morts, ouais. Pas besoin de Gam. Le Gam, c'est pour nous importer la même raison que le papa. Exactement. Ensuite, Donc ils auraient pu se marier avec des femmes moabites. j'ai pas dit qu'ils peuvent. Ouais, ah, pardon. Ouais, non. Ah, Changer oui, oui. après le... Ils auraient pu, comment dire, changer le cap. Oui, c'est Ouais. pas la- Ne pas availler sous la haine. Ils auraient pu profiter de cette expérience du mariage D'accord. pour enclencher une rédemption. Ils ne l'ont pas fait, donc Ils sont morts. Hachem décide, ouais, qu'ils vont mourir pour les mêmes raisons que le père. Ouais, ça c'est donc Vatishaer. Alors, Aïcha, donc, évidemment, on pose des... Pardon? Là aussi, il parle de la femme est restée seule, Ouais, privée de ses enfants. Donc, Ouais. elle ne parle pas des femmes. C'est ses femmes, les femmes de ses enfants. De ces belles Elle femmes. est privée. Elle ne parle pas de ses ouais, pas mal. Elle reste, ouais, parce que, très juste. Parce que pour elle, ouais, Oui, il y a que ses enfants. c'est elle sans les pièces rapportées. Ouais, c'est c'est typique humain, pas juif, c'est typique humain, ouais. Quelque part, elle, finalement, sa cellule familiale, ouais, on a beau dire qu'on les aime comme, mais la cellule familiale est totalement explosée, il ne reste plus rien. Maintenant, il y a une petite remarque. Il y a la deuxième fois que ça a déjà été dit qu'elle était Vatishaer, ouais. Oui. Et donc, forcément, on veut dire ici que c'est, elle touche le fond. On veut dire que c'est la deuxième chute, la deuxième, comment dire, précipitation. Et elle est dans le sommet du résidu d'elle-même. C'est la raison pour laquelle je réponds à votre question, à votre remarque. C'est plus Noémie, mais c'est Aïcha. Il ne reste plus qu'une femme. Une femme dénuée de tout. Oui, exactement. Ouais, et regardez comment c'est subtil le texte. Regardez ce qui est marqué ici dans le verset numéro 5. Elle et ses 2 enfants et son mari. Mais regardez un petit peu, lorsqu'ils sont partis, comparer le verset numéro 5 avec le verset numéro 1. Faites le lien 5 et 1. En hébreu de préférence. Ishto et Ses 2 fils, mais voilà. Non, Ishto, ça va. De Moab, sa femme et ses 2 fils. Par rapport au fils, regardez en hébreu. Ses 2 enfants et ses fils. Ah, Banane avec Eladéa. Voilà. Dans le verset numéro 1, c'était Banav, ses enfants. Et là, c'est Yeladav, Ouais. ses enfants. Ah, ça veut dire blanc bonnet, bonnet blanc. Les banim, c'est les enfants, les garçons. Non, Et il a ses dit- fils, là, d'un côté il dit ses fils. Ouais. Et les autres, c'est les enfants. Quelle nuance entre les enfants et les fils? Fils, c'est plus mature et enfant, c'est. Réponse, Yelet, c'est le petit gamin. Ouais, ou alors la Mais ils sont morts gamins? Non. Ils sont pas morts gamins, ils sont morts adultes, ils s'étaient mariés. Alors pourquoi ils s'appellent des gamins? Parce qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Ah ouais, voilà. C'est ça que veut dire le texte. Ils n'ont pas eu d'enfants.